Salut les cornets, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Allô les cornets! Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Oui, moi aussi. Nous, en tout cas, on a le sourire aux lèvres parce que Ok, oui. au moment qu'on enregistre, ça fait peut-être 2 jours qu'on a lancé notre Patreon. Puis on est trop contente de voir à quel point les gens sont réceptifs puis embarquent sur notre projet. Fait qu'on capote un peu. Vraiment. Ça fait moins de 24 heures, en fait, en ce moment. Puis juste de voir qu'il y a déjà comme une bonne coupelle de vous autres parmi nous, on est vraiment contente. Des bonnes cuillères d'abonnés. On a plusieurs scoops d'abonnés. J'ai positionné sur mon ordi. Plus drôle. Dégueu. Mais bref, merci tellement. Puis si vous êtes nouveau ici, ben, on est un podcast de True Crime. On poste 3 dimanches sur 4. Puis là, on vient de lancer notre Patreon. Si vous voulez avoir accès à plus de contenu exclusif, c'est le moment de vous abonner. Le tout est dans la description des épisodes puis sur nos réseaux sociaux. Fait que, oui. Bienvenue aux petits nouveaux, puis bonjour aux plus anciens. On vous aime. Oui, vraiment. On tient à vous remercier tout le monde qui se sont déjà abonnés. On est super contente. On s'attendait comme pas à ce que en moins de 24 heures, il y ait une bonne gang qui vienne sur le Patreon. Fait qu'on est full happy. Yes! Fait que c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est J qui me raconte une histoire. Et avant toute chose, nous avons des petits shout-outs à faire. Oui. Qui est rendu notre petite tradition en début d'épisode. Oui, fait que rapidement, Kiri, conte-nous ça, ces petits shout-outs. D'accord. Fait que là, je vais dire un petit shout-out rapide qu'on a reçu. Richard voulait faire un shout-out à sa fille Gabrielle Lévesque. J'imagine que s'il a dit le nom complet, c'est qu'il n'y avait pas de problème à ce qu'on le dise. Fait que, salut Gabrielle! Allô! On est contente que tu nous écoutes. C'est trop drôle parce que t'as exactement le même nom que mon ami. Fait qu'au début, j'étais certaine que c'était son père qui voulait faire un shout-out. Mais bref, shout-out à vous tous, Richard et les deux Gabrielle. Oui! Trop cool que ton père écoute du True Crime aussi. Oui. Trop malade. Et puis là, j'avais un autre shout-out à faire. Celui-là, on le trouvait vraiment cool, by the way, parce que c'est quand même... En tout cas, c'est une cool affaire qu'on doit vous annoncer. Fait que c'est de la part de Encia, si je le prononce bien. Et elle nous dit, je vais vous le lire. « Hello à vous deux. J'aimerais faire un shout-out à ma maman qui m'a fait découvrir votre podcast. » C'est quand même vraiment cool que ce soit ta maman qui t'a fait découvrir ça, je capote. Oui. Moi, c'était le contraire. Souvent, on les écoute et en discute sur le coin de la table, un moment mère-fille unique. Nous sommes toutes les deux passionnées de podcasts de True Crime. Et là, c'est maintenant que je t'annonce, maman de Encia, que il y a 2 billets d'acheter pour vous autres, pour le festival de Podcrime, qui est un festival de True Crime qui va avoir lieu le 24 août. Donc, Cynthia, si j'ai bien compris, tu ne savais pas ça avant maintenant et Encia nous a donné la mission de t'annoncer que vous alliez aller ensemble au festival. C'est quand même vraiment cool. Oui, trop cute! J'espère qu'elle a réussi à garder la surprise. Ouais, sinon, ben, je te l'annonce en double. Mais ce serait cool. Ben oui, puis on va se voir là-bas parce que Cri et moi, on est censés y aller. On a nos billets puis tout. Oui. Là, je vraiment. pense que c'est sold out, malheureusement, si vous avez pas déjà vos billets. Mais ceux qui les ont, ben, on va pouvoir se dire coucou en vrai à Montréal le 24 août. Oui. Fait que c'est ça, j'ai-tu fini? Ben, dans le fond, bref, elle nous disait... Je suis infirmière aux soins intensifs et à l'urgence. Sachez que vous êtes les filles qui me tiennent réveillée sur la route du retour après son chiffre de travail. Bisous glacés. Fait que c'est trop cool. Cool, elle a fini son petit shout-out de même. Merci full de nous écouter puis d'avoir montré le podcast, à ta maman de t'avoir montré le podcast. Bref. Ouais, merci. Salut à vous deux. Vous êtes trop cool. C'est vrai que c'est vraiment un nice moment mère-fille là, de débriefer les épisodes. En tout cas, je peux passer à mon épisode. Ok, oui. Ma saveur du jour, c'est la crème glacée au café.
parce que, comme je t'ai dit juste avant qu'on record, j'ai bu 2 cafés aujourd'hui puis je me sens complètement speedée. Fait que ça m'a fait penser à cette saveur-là. D'habitude, je me limite à 1 café, ou du moins, si j'en prends un deuxième, c'est vraiment plus tard dans la journée. Mais là, comme à 1 heure d'intervalle, j'en ai pris 2, puis oula! Ouais. C'était un petit peu trop. La patate te pompe. Exact. J'espère que ça va pas paraître dans le recording, dans l'enregistrement de cet épisode, mais j'ai déjà l'impression que j'articule pas puis que je parle super vite. En tout cas, soyez indulgents. On va te prendre de même. On te prend de même. OK, ça part. Yes. Là, vraiment gros trigger warning, traumavertissement. C'est vraiment pas un épisode pour tout le monde. Je sais qu'il y a des plus jeunes qui nous écoutent. Tu sais, il y a une madame qui nous a dit que sa fille avait genre 12 ans puis elle nous écoutait, ou sa nièce, en tout cas, bref. C'est peut-être pas l'épisode le plus approprié. Puis au cœur sensible aussi, si les sujets trop graphiques ou trop lourds, vous aimez pas ça, ben peut-être que vous pouvez passer au prochain épisode parce que c'est pas drôle du tout, ça va être rough, fait que je voulais juste vous prévenir. Je vais peut-être pas le faire à chaque 10 minutes avant de dire quelque chose de lourd, fait que je le dis une grosse fois au début. Ben oui. Fait que, tu sais, ceux qui ont écouté l'épisode de Robert Picton, là, tu sais, ça s'équivaut, je trouve. Oh, pelaille. Je te parle d'une histoire d'un sadique sexuel tueur en série, quand même pas mal connu aux États-Unis. C'est l'histoire de David Parker Ray, ou mieux connu sous le nom du Toy Box Killer. Oh boy. Super. J'étais sûre au début que t'allais dire Ted Bundy. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais, ben quand tu parlais de un sadique sexuel, en tout cas. Mais je suis contente parce que je la connais pas, cette histoire-là, ou du moins, je pense que je la connais pas. OK. Ben, on lui attribue entre 40 et 60 victimes pour enlèvement, torture, viol et ou meurtre. Puis je dis « et ou » parce que il y a des survivantes. OK. Spoiler. C'est un nice spoiler parce que ouais. C'est toujours le fun quand il y a des gens qui réussissent à s'en sortir. Ouais, vraiment. J'aime ça commencer mes histoires dans le feu de l'action quand je peux. Fait que tiens-toi bien, ça commence direct. On est le 22 mars 1999. Il est précisément 15h22, puis il y a une répartitrice du 911 du Nouveau-Mexique qui reçoit un appel. Personne répond quand elle a décroche. Elle dit comme « Oui, allô, quelle est votre urgence? » Puis personne répond. Elle entend juste des bruits comme si 2 personnes se battaient. Genre des bruits de vêtements qui se froissent, des coups, mais personne parle. Ça finit par raccrocher, puis ben la répartitrice est curieuse, donc elle rappelle le numéro direct. Là, c'est une femme qui répond. Elle est essoufflée, puis elle a de l'air un peu irritée même. Là. Elle dit que c'est elle a accidentellement composé le 911, puis que tout est correct. Puis elle raccroche tout de suite après. Mais la répartitrice, elle a un bon instinct. Elle n'est pas dupe. Ma phrase préférée. Oui. Elle décide donc d'envoyer un policier à l'adresse qui avait affiché quand le 911 avait été composé. Puis l'adresse, c'est le 513 Bass Road dans la petite ville de Elephant Butte. Ça, c'est comme une toute petite ville de comme 1000 habitants. Là. Ils sont vraiment pas beaucoup, c'est tout petit. Puis là, cette partie-là, je ne suis pas certaine de bien comprendre le pourquoi du comment, mais bon, pendant qu'il y a un policier qui est en chemin vers le 513 Bass Road, il y a 2 gardes forestiers. En anglais, c'est des park rangers. Là, j'ai traduit ça comme gardes forestiers. Mais eux sont comme en train d'écouter le poste de radio de police. Puis ils apprennent qu'il y a quelque chose qui se passe à Elephant Butte, puis ils décident d'y aller pour aider. Bon, peut-être parce qu'il se passe pas grand-chose, puis ils se sont dit on est proche, on va aller voir. Bref, en tout cas, ils ont entendu l'appel, puis ils ont dit on va aller voir avec le policier ce qui se passe. Fait que là, séparément, il y a un policier, puis dans une voiture, puis les 2 gardes forestiers dans une autre, qui se dirigent en route vers la résidence. Puis en arrivant proche de la maison, les 2 gardes forestiers remarquent une voiture arrêtée le long de la route, puis il y a une femme qui fait des signes pour que l'auto s'arrête. Fait que là, ils s'arrêtent, puis la femme, elle leur dit qu'elle vient de voir une femme nue, couverte de sang, avec une chaîne autour du cou, courir le long de la route. Puis elle s'est comme stationnée sur le côté pour voir ce qui se passe, mais la femme nue et ensanglantée a continué à sprinter en panique. Là, les gardes forestiers sont comme, voyons donc. Hey boy. Ils se disent que ça a peut-être un lien avec l'appel 911,
qui s'est faite à la maison, qui est vraiment pas loin de là. Fait que là, ils appellent des renforts, puis ils continuent leur route jusqu'au 513 Bass Road. Puis ils arrivent même avant le policier. Là, imagine une petite maison trash au milieu du désert d'une toute petite ville de 1000 habitants, c'est majoritairement genre des trailer parks. C'est ça, le 513 Bass Road, là. C'est comme une vieille maison. J'ai une image en tête. Ouais, c'est digne d'un film d'horreur, là. C'est entouré de vieilles clôtures de métal. Il y a des signes genre « Beware of the dog », là, « Faites attention aux chiens ». Il y a des déchets, des carcasses de bateaux, puis un panneau en bois à l'entrée de la résidence qui est écrit dessus « David P. Ray ». Donc, pour David Parker Ray. En attendant l'arrivée de la police, les deux gardes forestiers qui sont arrivés en avance, ils reçoivent une autre alerte sur leur petite radio de police. Puis l'alerte, c'est un autre appel du 911 qui rapporte aussi la présence d'une femme nue couverte de sang avec une chaîne autour du cou qui court le long d'une route. Fait que c'est pas juste la petite madame qui l'a vu, là, il y a d'autres gens qui appellent pour signaler ça. Puis ils disent que la femme, elle essaie d'arrêter les voitures, mais que les gens ont peur, puis ils continuent de rouler. Ouais. Je sais pas, moi, je sais pas si j'arrêterais, moi. C'est ça, moi non plus. C'est touché comme situation. Genre, j'ai envie de dire oui, mais sur le coup, j'aurais peut-être peur, je sais pas, le tueur est peut-être juste à côté d'elle, ou c'est peut-être comme un plan. Oui, ou tu sais, tu connais vraiment pas la situation, là. Genre là, c'est parce que, ben toi, tu connais l'histoire, j'imagine, là, fait que... Mais si tu sais pas la situation out of context, ça peut faire peur quand même. Quelqu'un qui court nu, ensanglanté, là. Ben c'est ça, c'est peut-être qu'elle veut t'attaquer, peut-être qu'elle cherche pas de l'aide, on sait pas. En tout cas, je sais... Ouais, on sait pas vraiment, en tout cas. J'avoue que c'est touché, mais bref. Ouais. Là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une fille tout nue, pleine de sang, qui court dans les rues d'un tout petit village perdu dans le désert? Là? Ouais. Là, finalement, le policier qui avait été envoyé par la répartitrice 911, il arrive à la résidence, puis il rejoint les deux gardes forestiers. Puis eux, ils disent aux policiers que personne semble être à l'intérieur, mais le policier il trouve ça bizarre parce que il y a vraiment pas si longtemps, on a appelé le 911 depuis l'intérieur de la maison. C'est bizarre qu'il n'y ait plus personne. Ça l'accentue le côté louche de tout ça. Ils n'ont pas de mandat de perquisition, fait que ils peuvent pas fouiller la maison. Mais ils jugent qu'ils peuvent au moins rentrer pour vérifier s'il y a bel et bien personne, parce qu'il y a quand même eu un appel 911. Ça justifie au moins qu'ils peuvent rentrer dans la maison. Mais, comme de fait, la maison est vide. Puis là, sans fouiller officiellement, ils se permettent de zioter. Puis, ils remarquent que toutes les fenêtres sont couvertes par des rideaux épais. La maison est en bordel complet, genre dégueulasserie, là. C'est crasseux. Tout traîne partout. Puis, dans le salon, il y a un lit dans le coin de la pièce. Étrange. Puis, autour du lit, il y a du verre brisé, une lampe brisée tombée par terre. Mais ce qui est encore plus weird, le matelas, il est couvert de sang, et dessus se retrouve un pic à glace, lui aussi plein de sang. Hey boy, ben là, c'est assez clair, là. Encore plus weird. Sur les 4 coins du matelas, des chaînes et des cadenas comme pour maintenir quelqu'un en étoile. Oh my God. Là, c'est clair qu'il y a quelque chose. Oui. Tu vois ça, c'est pas... Tu peux pas passer à côté. Là. Puis encore plus weird. Au-dessus du matelas, il y a un système de poulies avec des chaînes puis des crochets. Oh non! Ça fait vraiment décadence. Ouais, vraiment, là. Puis en plus, plus tard, je fais une autre référence à décadence. Mais oh shit, OK. À côté, il y a une grosse caisse en bois qui ressemble à un genre de cercueil fait maison, avec lui aussi des chaînes puis des cadenas à l'intérieur. Bon, là, évidemment, les gardes forestiers puis le policier se demandent pourquoi il y a tout ça dans le salon là, d'une petite maison. Là. Très inquiétant, très suspect. Sur une commode, ils trouvent aussi des pinces, des ciseaux, des muselières, des harnais et beaucoup de jouets sexuels. Pendant toute leur découverte absolument creepy, il y a un autre appel 911. Là, c'est une vieille dame qui dit, et je paraphrase, mais elle dit environ ceci. J'appelle pour une jeune fille qui est entrée dans ma maison. Elle a été violée, elle a une chaîne autour du cou. Envoyez quelqu'un ici immédiatement. Elle est nue et
Elle dit qu'elle a été gardée captive pendant 3 jours. Eh boy. Ça m'écoeure déjà. Ouais. Là, un autre policier, lui, il est envoyé à la résidence de cette vieille dame-là qui s'appelle Darlene. Puis en arrivant, le policier se fait accueillir par un monsieur âgé qui est le mari de Darlene. Puis lui, il s'appelle Donald. Puis il leur dit venir, il y a une fille qui est rentrée chez nous sans cogner, complètement en panique, pleine de sang, blablabla. J'avoue que si c'était moi, mettons, qui courais dans la rue, là, je rentrerais n'importe où. Ben oui. Genre, j'ai souvent fait des rêves en plus de ça. Oh my God. De genre, je me fais poursuivre dans mes rêves, puis là, genre, j'essaie de courir, puis je rentre chez quelqu'un. Genre, j'ai souvent rêvé à ça. Ben, j'avoue que je ferais ça aussi. Ça me fait penser à Robert Picton, là, Sandra Gill, là, tu sais, qui avait essayé de rentrer chez quelqu'un, mais c'était barré. Oui. Ouais. Oui. Oh my God. Ben, c'est comme similaire comme situation, mais elle, au moins, est tombée sur une maison qui avait quelqu'un. Puis, tu sais, c'est comme un petit couple de personnes âgées, toutes cute. Puis, quand ils parlent aux policiers dehors, la jeune femme en question, elle sort de la maison en courant, puis elle se jette sur le policier, là. Elle est comme en panique, puis au moins, elle se dit « Ah, enfin, la police! » Elle saute dessus, puis elle est habillée d'une petite robe de chambre rose que le couple de personnes âgées lui ont donnée pour se couvrir, là. Oh. Je trouvais ça cute. Elle est tombée sur les bonnes personnes, on dirait. Ouais, vraiment. La jeune fille, c'est Cynthia Vigile, 22 ans. Elle est pleine de cicatrices, brûlures, bleues, puis elle porte un collet en métal fermé avec une serrure, puis il y a une chaîne de 5 pieds de long qui traîne derrière elle, accrochée au collet. Oh my God! Ça fait tellement film d'horreur. Ouais, je peux pas croire que c'est vrai, là. J'en reviens pas. Elle fait juste dire aux policiers « Ne les laissez pas m'attraper, please don't let them get me ». Elle dit qu'elle se rappelle super bien de leur visage, puis qu'elle a été enlevée par eux il y a 3 jours. Elle dit qu'il s'appelle Dave et sa conjointe Cindy. OK. Pendant tout ça, là, tout ce que je te dis, c'est comme simultané, là. C'est genre Ouais. une histoire racontée en plusieurs segments simultanés, là. Mais bref, pendant que Cynthia saute sur le policier, il y a un autre garde forestier du nom de Wilson qui vient de finir son shift. Puis, lui aussi, il a entendu toute la commotion qui se passe dans le coin, avec les appels 911, la fille tout nue qui court pleine de sang. Fait qu'il décide, lui aussi, de venir aider. Les gardes forestiers là-bas sont très serviables. Genre, sont tous, OK, je vais venir. Ben, en même temps, s'il connaît full le coin, genre, il peut peut-être servir à quelque chose, là. Ben oui, puis sûrement qu'il se passe pas beaucoup d'actions du genre, fait que non, c'est là, ça. sont prêts à intervenir. Ouais. Mais tant mieux. Mm-hmm. Fait que là, il se dirige vers le 513 Bass Road, mais tu sais, lui, il est quand même plus loin. Puis en chemin, il croise un motorisé beige avec 2 personnes à l'intérieur. Puis il reconnaît son collègue de 59 ans, David Parker Ray. Et à côté de lui, sa blonde, Cindy. Oui, David, c'est un garde forestier, lui avec. Fait que là, il est genre « Hey, c'est Dave! » Il lui fait un petit signe de la main, puis il continue son chemin jusqu'à la résidence 513 Bass Road. Mais c'est quand il arrive là-bas qu'il remarque le panneau écrit « David P. Ray ». Puis là, il fait 1+1, puis il est comme « Oh mon Dieu! » Là, il appelle tout de suite la police pour les avertir qu'ils viennent croiser un suspect potentiel dans toute cette histoire-là, puis qu'ils sont probablement en train de s'enfuir à bord d'un motorisé beige. Wow, bravo. Ouais, vraiment. Mais malgré toutes les polices qui sont parties à ses trousses, c'est Wilson lui-même qui finit par les rattraper. Parce qu'immédiatement, il a reviré de bord, puis il a essayé de les retrouver. Puis il les a rattrapés sur la route vers la ville parce que, je sais pas pourquoi, là, mais il était genre sur la route principale. Il essayait même pas d'être subtil puis prendre genre les chemins de campagne, là. Il était comme sur la route que tout le monde prend. Fait que ça a vraiment pas été long qu'ils les ont retrouvés. Il a comme ordonné des arrêtés sur le bord de la route. Puis dès que le motorisé s'est mis sur le côté du chemin, il y a eu une tonne de voitures de police qui l'ont encerclé. Puis OK, fait que là, ce que tu me racontes, c'est la fin de l'histoire, là. Ouais. Mais après ça, on va retourner en arrière. Mais attends, je peux-tu juste dire une mini affaire? Ouais. Pourquoi, en tout cas, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va s'être passé tout au long de l'histoire, là, mais pourquoi, si t'as une maison de même, des horreurs, whatever, tu mets ton fucking nom. Tu mets ton nom à côté de ta maison. Mais parce qu'il est complètement stupide. Il est intelligent, mais stupide. OK. Comme bon, tous bref. les criminels. T'arrives à une maison, puis il y a le nom, ça, en tout cas, whatever. Oui, Bref. genre,
tu laisses même pas comme... Tu peux même pas gagner du temps à ce que les gens, ils cherchent à qui appartient la maison. Genre, tu le dis déjà en avant de ta maison. En tout cas, c'est cave. Ouais. OK, fait que là, c'est pour ça que ça l'escalade quickly de même. Il y a des Oui. policiers qui l'encerclent. OK, parfait. Oui. Fait que là, ils sortent leur haut-parleur, puis ils leur donnent « Sortez du véhicule, non. » Mhm. Puis là, David, il fait juste crier « Ah, pas besoin. » Oui, s'il te plaît. Oui, monsieur. Finalement, David finit par sortir, puis il se fait tout de suite arrêter, il se fait menotter, il embarque dans l'auto de police. Cindy, sa conjointe, elle sort ensuite, mais elle saigne. Elle a comme une grosse entaille au-dessus de l'oreille. Peu importe, même si elle est blessée, elle est aussi automatiquement arrêtée. Là, pendant qu'ils ont pu arrêter David et Cindy, Cynthia, elle qui s'est comme évadée, ou en tout cas, elle qui a été retrouvée pleine de sang, elle a été amenée à l'hôpital, puis il y a des policiers qui vont la voir pour savoir sa version des faits. Mais avant de savoir sa version des faits, retournons en arrière pour savoir qui sont nos chers David Parker Ray et Cindy Handy. Ouais, tout un nom, là. Ouais, c'est ça. Pourquoi il y a quelqu'un qui s'est enfui de chez eux, tout nu, pleine de sang, avec une chaîne de 5 pieds attachée autour du cou? Ouais. Ah, ça me fait peur quand il y a une femme d'impliquée, là. Quand c'est genre une affaire de couple, là. Ouais. En plus, c'était ça aussi mon autre cas d'avant. David y est né le 6 novembre 1949 au Nouveau-Mexique de son père Cecil Leland Ray, un alcoolique, et de sa mère Nettie Opal Parker, qui est pas la meilleure mère non plus. Il a eu un passé assez difficile. Lui et sa petite sœur Peggy Pearl Ray, ils ont vécu chez différents membres de leur famille. Ils étaient vraiment négligés par leurs parents. Ils passaient de maison en maison sans pouvoir vraiment s'attacher à personne. Ils ont fini par passer la plupart de leur enfance chez leurs grands-parents très stricts, Russell et Dolly, sur un petit ranch. Fait que c'était mieux que rien, disons, mais quand même, pas la meilleure enfance. Cecil, le père, il rendait visite parfois à David, puis il amenait des magazines en cadeau. Mais si tu penses que c'est cute, je t'arrête tout de suite parce que c'est pas des magazines de revues cool. Non, c'est ça que je me doutais, là. C'est des magazines de porno sadomasochiste. Super. Il y a quel âge à ce moment-là? Genre 10 ans, là. Peut-être 12, là. Tabarouette. Fait que, tu sais, comme tu peux deviner, là, ça a comme forgé sa manière de voir la sexualité puis les femmes. Il est rapidement devenu obsédé par le bondage, ce qui est correct quand c'est fait dans le consentement puis à l'âge adulte. Mais quand t'es un petit gars d'à peine 12 ans, je sais pas. C'est ça. Au secondaire, au Mountaineer High School, il se faisait beaucoup intimider parce qu'il était timide avec les filles, ça a de l'air. Puis, ben rapidement, David, il est tombé dans l'alcool et la drogue comme son père. Il a aussi commencé à se réfugier dans des journaux intimes. Il écrivait beaucoup. Il s'imaginait des mondes imaginaires pour s'isoler puis peut-être se protéger du monde extérieur. Mais avec sa passion pour le bondage, là, son monde imaginaire, c'était pas des licornes, là. Ben non, c'est sûr que non. C'est des femmes torturées, ligotées, battues. Puis il en dessinait beaucoup dans ses calepins, ses carnets. Quand elle avait 14 ans, sa petite sœur Peggy est tombée sur les dessins de son frère. Puis elle a juste dit « OK, c'est la goutte qui fait déborder le vase. » Elle a juste décidé qu'elle rayait un peu de sa vie, mais tu sais, on n'en a pas parlé à personne, mais elle a juste dit « Arc, il est trop dégueu. Anyway, je l'ai toujours trouvé bizarre. » Fait ouais. Elle s'est vraiment éloignée de lui, puis rapidement, ils ont comme perdu contact. Tant mieux pour elle. Ben oui. Mais ouais, on dirait que... Ben je sais pas c'était quoi leur relation, là, mais il me semble que tu le dis. C'est... En tout cas, pas grave. Ben tu sais, si t'as même pas de figure parentale à qui le dire... J'avoue. T'es juste comme moi, je sors de ça. Ouais. Après le secondaire, David il est devenu mécanicien dans l'armée, puis il a reçu une décharge honorable quelques années plus tard. Et là, ben il a fini comme garde forestier au Nouveau-Mexique, dans une ville tout près d'Elephant Butte, où il a fini par habiter. Puis la ville, elle s'appelle Truth or Consequences. Genre, la ville s'appelle Vérité-Conséquence. What? Je sais, j'ai dû vérifier genre 4 fois que c'était bel et bien le nom de la ville, mais oui. Ben voyons donc, c'est donc bien drôle. Ouais, je pense, genre, si je me trompe pas, ça venait genre d'un jeu à la radio. C'était genre une animation à la radio que ça s'appelait de même, ou à la télé.
Puis ils ont comme décidé d'appeler la ville demain, mais c'est vraiment cave, en tout cas. Au cours de sa vie, David, il se marie et divorce 4 fois. Il a eu 2 enfants, un fils, David Jr., et une fille, Glenda Jean Ray, mais qui est surnommée Jessie Ray, puis avec laquelle il est très, très proche. Elle va revenir plus tard dans l'histoire. Oh non. Mais David, il est reconnu par ses collègues gardes forestiers comme étant super cool, relax, généreux, toujours là pour aider les autres. Jamais personne n'aurait cru qu'il était un sadique sexuel tueur en série. Je vais rapidement décrire la définition que j'ai trouvée sur un site de psychologie. Qu'est-ce qu'un sadique sexuel? Ça implique un ou plusieurs des éléments suivants. La personne souffre de son comportement ou est incapable de fonctionner en raison de son comportement. La personne est seulement épanouie sexuellement lorsque son partenaire est torturé, blessé, soumis. Mais elle porte ses actes à l'extrême, provoquant parfois des blessures physiques ou psychologiques graves, voire la mort. Les actes impliquent des partenaires qui ne donnent pas leur consentement, des partenaires non consentants. Donc voilà, en gros, c'est quoi un sadique sexuel. Petite parenthèse, il y a une source, quelques sources, fait à prendre avec un grain de sel, mais quand même, ces sources-là rapportent que David il aurait déjà appelé le service à la clientèle de Viagra pour leur demander si du Viagra pouvait l'aider à être bandé sans devoir blesser quelqu'un d'autre. Viagra, c'est un médicament connu pour faciliter l'endurcissement du membre masculin. Je savais pas comment le dire. Les érections, peut-être. Oui, c'est ça, je cherchais le mot. L'endurcissement, yark. Mais bref. On avait compris. Imagine, t'es genre le petit employé de 9 à 5 qui fait juste répondre au numéro de service à clientèle, puis tu reçois ça, c'est complètement horrifiant. Mais juste, en tout cas, y a-tu vraiment beaucoup de monde dans la vie qui appelle au service à la clientèle de Viagra? Mais genre d'une compte, en tout cas. C'est sûr qu'il y a quelqu'un attitré à ce poste-là, mais je sais pas si. Il y a des gens qui appellent tous les jours. Les pharmaciens, je sais pas. Ouais, Info Santé, genre. Mais bon. J'aurais été inquiet de recevoir cet appel. Ben oui, là. C'est en 1998 que David rencontre la belle Cindy Handy. Cindy est née le 6 février 1959 à Seattle. Donc, elle est vraiment plus jeune que David. Sa mère est obsédée par les concours de beauté. Fait qu'elle la négligeait beaucoup. T'sais, elle est obsédée pas pour les concours de beauté d'enfants, là. Genre, elle-même. La mère a fait des concours de beauté. En tout cas, elle a l'air assez imbue d'elle-même. Puis Cindy, elle a été abusée sexuellement et psychologiquement par son beau-père durant son enfance. Puis c'est à 11 ans qu'elle prend enfin son courage à 2 mains pour se confier à sa mère puis lui dire. Mais son beau-père, il a tout nié. Fait que sa mère, elle a décidé de kick out Cindy de chez elle à seulement 12 ans. Oh my God, tu me niaises. Genre, sa mère, elle a préféré croire son chum que sa propre fille. C'est épouvantable. Genre, la pauvre petite Cindy, là, à ce moment-là, on peut avoir pitié d'elle, là, on dit tout le temps, mais l'enfant, il a rien demandé, là, à ce stade-ci. Genre, elle doit vivre seule dans les rues de Seattle à 12 ans. 12 ans! Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Elle est rapidement rentrée dans les gangs de rue. Elle a commencé à prendre et vendre de la cocaïne pour survivre. Elle a vécu énormément de violence puis de misère. Elle a eu plein de relations de couple malsaines avec des hommes. Puis elle a rapidement développé, elle aussi, un comportement très violent. Puis malgré qu'elle pèse seulement 105 livres, on dit d'elle qu'elle est vraiment musclée et terriblement forte. C'est qu'elle pourrait facilement maîtriser un dude de 2 fois son poids, là. Genre, je sais pas, c'est parce que peut-être qu'elle est comme constamment sa coke, fait qu'elle est comme speedée, là, mais il paraît qu'elle était très, très violente puis elle faisait peur malgré qu'elle était tout petite. OK. À 16 ans, elle est toujours sans abri puis elle accouche d'un petit garçon. Puis un peu plus tard, elle a 2 autres enfants. Fait que là, elle est toute jeune, elle est comme début vingtaine, elle a 3 kids, elle a pas de domicile fixe. Elle finit par envoyer ses enfants chez ses parents, donc les grands-parents des enfants. Fait que, tu sais, chez la mère qui l'a kick out à 12 ans, puis chez son beau-père pédophile, tu sais. Ah, sacrément. Mais bon, sûrement qu'elle s'est dit, c'est mieux que rien si je veux pouvoir continuer à les voir. C'est mieux de les laisser là-bas que je vive dans la rue avec eux, puis qu'ils finissent par se faire prendre par les services sociaux. En 97, Cindy, elle a 37 ans. Accidentellement, elle vend de la drogue à un policier undercover.
elle réussit d'une façon quelconque à s'enfuir, puis elle va s'installer au Nouveau-Mexique, à Truth or Consequences pour être plus précis. Puis... J'en reviens pas encore du nom de la ville. Ouais, c'est n'importe quoi, là. On dirait encore plus un film, genre. Consequences. Quelle ville bidon, là. Même si elle aurait pu se construire une nouvelle vie là-bas, ben non, elle continue un peu son comportement cray-cray parce que presque directement à son arrivée, elle est arrêtée pour alcool au volant. Puis sa sentence, c'est qu'elle doit faire des travaux communautaires dans un parc, le même que David Parker Ray travaille en tant que garde forestier. Oh. Puis c'est quoi leur différence d'âge, mettons, à peu près, déjà? Genre 20... David, il a 59, puis elle doit avoir genre 38. OK. Fait que ouais, c'est comme ça que deux monstres se sont rencontrés. Puis ben rapidement, ils tombent éperdument amoureux de l'un l'autre parce qu'ils ont plein de points en commun, comme le sadisme sexuel. Peu de temps après leur rencontre, Cindy déménage chez David, dans la maison qu'on va surnommer, comme tu as dit tantôt, la maison de l'horreur. On va comprendre assez vite pourquoi elle est appelée comme ça. C'est ça, nos deux protagonistes complètement zinzins. Ça fait seulement 8 mois qu'ils se connaissent, là. Quand ils se sont fait arrêter, ça faisait juste 8 mois qu'ils étaient en couple. Fait que rapidement, là, ça l'a escaladé. Comment c'est possible? Ouais, je comprends pas comment du monde de même, genre, comment la vie peut faire que deux personnes se rencontrent puis deviennent encore pires qu'ils étaient déjà, en tout cas. Ben non, c'est ça. Mais sans moi, là, rencontrer quelqu'un, ça implique des premières dates, la rencontre de la famille. OK, on est en couple. Ma première étape, c'est pas genre kidnapper des gens, en tout cas. Ouais, tu sais, comment tu te rends compte que l'autre personne est willing de faire ça? Oui. Tu sais, c'est quand même un gros risque à prendre. T'es juste genre... Aussi rapidement, là. Veux-tu kidnapper et torturer des gens avec moi? Tu sais, je peux pas croire qu'il a pas dit ça à quelqu'un d'autre puis l'autre personne, avant elle, aurait dit non, what the fuck, tu sais. Comment il est tombé sur elle, en tout cas? Fait que, ouais. On peut retourner maintenant au 22 mars 99, où je nous ai laissé tantôt. La police est allée voir Cynthia Vigil, 22 ans, qui est à l'hôpital après s'être échappée de chez David, puis elle raconte sa version des faits. À l'hôpital, là, la pauvre fille, là, elle fait juste se répéter à elle-même « I'm safe here, I'm safe here ». Genre, je suis en sécurité, je suis en sécurité. Puis elle avait pas mangé depuis des jours. On lui a donné de la nourriture d'hôpital, mais elle a tout de suite vomi tellement comme elle était sous le choc. Ouais. Son corps, il la prenait pas, là. Non. Puis elle avait plusieurs blessures, mais toutes superficielles, heureusement, fait que rien de trop grave. On a dû lui scier le collet de métal autour du cou. Ah, mon Dieu. Puis dès que il a été coupé, elle l'a genre jeté au bout de ses bras, là. Elle l'a yeeté. Puis immédiatement après ça, elle s'est tout de suite calmée. C'était comme si ça la gossait puis ça lui rappelait sa captivité. Fait que là, une fois qu'elle avait pu ça, elle était comme devenue plus calme. Puis elle a pu expliquer sa version des faits clairement. Mais avant de commencer son discours, je te rappelle que Cindy était blessée, hein? Elle avait comme une entaille au-dessus de l'oreille. Fait qu'ils l'ont amenée au même hôpital. Puis là, elle est escortée puis elle passe devant Cynthia. Impossible. Genre, Cynthia, je sais pas si elle était dans une pièce puis elle l'a vue à travers une fenêtre ou si elle l'a vue dans le couloir, mais elle la voit. Puis là, elle commence à capoter, à crier. C'est elle, la laissez pas s'approcher de moi, elle est ici pour moi, elle veut me tuer, blablabla. Tu sais, imagine, là, tu penses que t'es correct puis ta voix. Non. Puis là, Cindy a dit, elle pointe Cynthia puis elle dit « That girl should be checked because this bitch is on heroin. » Genre, cette fille devrait être surveillée, cette chienne est sur l'héroïne. Genre, ta gueule. Ah, mon Dieu. Bon, en interrogeant Cynthia, elle raconte que elle-même, plus jeune, elle a perdu sa mère, à 14 ans, plus précisément. Puis pour survivre, elle est tombée dans la drogue, la vente de drogue et le travail du sexe. Elle a admis aux policiers qu'elle est une héroïnomane, puis qu'elle a consommé de l'héroïne 2 jours avant son enlèvement. Fait que, tu sais, ça fait quand même un bout là, qui est sevré, qui a pas de drogue dans son système. Ben, en même temps, je sais pas, ça prend combien de temps avant qu'elle en ait plus, là? Non, mais tu sais, en voulant dire, elle est plus sous l'influence. Tu sais, peut-être qu'il en reste dans son sang, mais... Non, c'est sûr. En ce moment, non. Elle doit être vraiment beaucoup en manque, là, par contre, là, parce que de l'héroïne, j'imagine que c'est addictif à la seconde où t'en prends, là. Ouais, non, c'est sûr, là. Mais comme, elle a été honnête avec eux, puis elle leur a dit comme... Là, ce que je vous dis, c'est pas sous l'influence de quoi que ce soit, sauf genre la panique, tu sais. C'est ça. Ça reste une victime, puis que
Ça n'a pas de lien, en tout cas, avec le fait qu'elle était héroïnomane. Ouais. Le 20 mars, là, c'est ce qu'elle raconte. Elle dit que le 20 mars, autour de 11h du matin, elle marchait vers un restaurant à Albuquerque. C'est loin là, de où qu'on est en ce moment. Là. Puis là, elle passe dans un stationnement. Puis elle est tombée sur quelqu'un qu'elle connaissait. Puis cette personne-là, elle lui aurait dit, en pointant vers un vieux motorisé beige, qu'un dude cherche une travailleuse du sexe. Puis il dit « Je pense qu'il voudrait utiliser tes services. » Cynthia a dit dans une entrevue qu'elle avait des règles comme pour sa propre protection, genre des règles qu'elle s'était données. Puis une d'entre elles, c'était pas d'embarquer dans un camping-car. Genre, elle disait, ça m'effraie, ça fait peur, ils peuvent partir avec n'importe quand, blablabla. Mais à ce moment-là, elle avait vraiment besoin d'argent. Fait qu'elle a accepté, puis elle s'est approchée du véhicule. Elle doit regretter pas mal de pas avoir respecté ces petits règlements qu'elle s'était donnés, là, parce que, oh my God. C'est sûr. Là, elle s'approche du véhicule, puis il y a un homme assez âgé, bronzé et très ridé, avec des cheveux blancs en back coiffe, puis une grosse moustache qui est à l'intérieur. Puis ça, c'est une très bonne description de David Parker Ray. Il se présente comme étant Dave, puis il jase un peu avec, puis ben, elle se dit « Ah, il a l'air correct », fait qu'elle embarque dans le motorisé. Mais genre, à peine quelques minutes après, David, il sort un badge de police, puis il lui dit « Je suis un policier undercover, t'es en état d'arrestation. » Là, elle est comme « Oh mon Dieu, fuck ». Puis c'est sa conjointe Cindy qui sort de nulle part, genre en arrière du camper, qui est en train de rouler, là, puis à la menotte. Mais là, Cynthia, elle trouve tout ça vraiment louche, là. Elle se dit, c'est trop sketch pour que ce soit la vraie police, ça. Fait qu'elle se débat, oui. là. Genre, elle se laisse pas faire, là. Puis au pire, elle se dit, même si la vraie police, ben, gars, m'a m'enfuir, je me laisse pas faire. David, il finit par arrêter le camping-car, puis la menotter d'une main, avant de la traîner jusqu'au fond du motorisé. Puis il l'attache à un tuyau de métal qui est comme vissé au sol. Mais Cynthia, elle se débat, elle crie, elle hurle du mieux qu'elle peut. Fait que là, Cindy, elle sort un aiguillon pour bétail. Ça, j'ai fait la traduction. C'est un genre de taser pour animaux. Genre pour taser genre des bœufs là, ou des vaches. Mais bref, là, elle sort ça puis elle la menace avec ça. Fait que là, elle se calme un peu. Puis David, il recommence à prendre la route avec elle attachée en arrière. Là, Cynthia, elle joue avec le tuyau, puis elle remarque qu'il est lousse, puis qu'elle pourrait réussir à le détacher du sol. Du mieux qu'elle peut, elle tourne lentement chacune des vis avec ses doigts pour dévisser le tuyau. Puis au moment qu'elle enlève la dernière vis, le motorisé, il ralentit brusquement à une lumière rouge. Fait que là, toutes les vis roulent, ça fait un gros bruit, puis ben, ça attire l'attention de Cindy. Elle sort son aiguillon pour bétail, puis ben, elle la tase. OK, mais si c'est pour bétail, là... Ouais, ça a dû la Dans sonner, ma tête, là. ça tue un humain, là, mais... Ouais, je connais pas sais ça, pas. là. Mais ouais, ça a dû pas faire du bien du tout, là. Puis après l'avoir taisé, elle lui enlève ses vêtements, elle lui bâillonne la bouche avec du duct tape, puis elle l'attache ailleurs jusqu'à leur arrivée à la maison de David. Puis la route, là, c'est 240 km. Fait qu'ils ont roulé des heures, là. C'est long, là. Durant son témoignage, Cynthia a décrit parfaitement le salon de David jusqu'au mur du salon recouvert de papier peint brun rayé. De très mauvais goût. Mais bref, genre... Brun rayé. Son témoignage est convaincant, tu sais, est précise. Puis c'est directement à son entrée dans le salon qu'on lui a mis le collet de métal là, qu'elle a été retrouvée avec. Puis la chaîne de 5 pieds était attachée au collet puis reliée à un crochet au mur au-dessus du lit qui était dans le salon. Fait que là, il l'attache par le cou au mur, mais elle a comme 5 pieds de lousse. Puis elle est forcée à être couchée sur le lit puis attachée en étoile par les chaînes aux 4 coins du matelas pour finalement avoir les yeux bandés puis la bouche bâillonnée. Mais le pire, c'est pas le pire, mais pour ajouter à l'horreur, elle entend un magnétophone partir, un enregistreur audio, là, puis il y a un tape qui commence à rouler. C'est un vieux tape là, des années 80-90, là, complètement creepy. Puis il y a la voix d'un homme qui parle, la voix de David, puis je sais pas la meilleure manière pour te le faire écouter, mais je vais te faire écouter juste le début, OK? Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Genre, j'ai des frissons, puis je l'ai entendu plusieurs fois, là, mais ça me fait toujours le même effet. C'est épouvantable. OK, mais je vais tout l'écouter tantôt, je suis comme curieuse.
Ça dure 4 minutes, là. Si jamais vous êtes curieux, allez écouter ça. C'est épouvantable. Ouais. Ça commence par... My God. Genre, c'est dégueulasse. Ça commence par « Hello, bitch ». Genre, ta gueule, là. Oh mon Dieu. Je vais lire un extrait traduit en français. Attention pour ce qui s'en vient, là. Si vous écoutez ça en public, mettez des écouteurs parce que complètement dégoûtant. Ou si vous voulez pas entendre ça, skippez de 1 minute ou 2. Salut, bitch. Es-tu à l'aise en ce moment? J'en doute. Poignets et chevilles enchaînés, bâillonnés, probablement aveugle. Tu es désorienté et effrayé aussi, j'imagine. C'est tout à fait normal, vu les circonstances. Pendant un certain temps, au moins, tu dois te ressaisir et écouter cette cassette. Elle est très pertinente par rapport à ta situation. Je vais t'expliquer en détail pourquoi tu as été kidnappé et ce qui va t'arriver et combien de temps tu vas rester ici. Je ne connais pas les détails de ta capture, car cette cassette a été créée le 23 juillet 1993. Là, on est en 99, là, au moment que Cynthia l'entend ça. Là. Donc, bien avant aussi que Cindy entre dans le décor. Là. Cette cassette a été créée en tant que cassette d'information générale pour les futures femmes captives. Tu es manifestement ici contre ton gré, totalement impuissante, tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu es effrayée ou très énervée. Je suis sûre que tu as déjà essayé de te défaire de tes poignets et de tes chevilles et que tu sais que tu n'y parviendras pas. Maintenant, tu attends de voir ce qui va se passer. Sois intelligente et sois une survivante. Bonne journée. J'aurais fini là-dessus. J'ai skippé comme ça dure des longues minutes, là. Et sois une survivante? Ouais. OK, mais c'est ça. C'est ça ta comparaison à Décadence? Un peu, ben oui. J'ai dit, il se prend pour Jigsaw. J'ai écrit ça après. Hey, ça n'a pas de bon sens, là. C'est exactement ça, le film. Ouais. C'est genre, il les place dans une situation de même, puis ils sont comme, que le meilleur gagne, tu sais. Oui. Si tu survis, je te laisse partir. Mais tu sais, il dit ça, puis on va le voir, mais plusieurs de ses victimes, il comptait pas les laisser partir. Il y en a que oui, mais il y en a d'autres que non. Fait que je pense qu'il leur dit ça juste pour les garder en vie le plus longtemps possible, pour que le fun, il dure plus longtemps, là. Ben oui. Mais il s'attend clairement pas qu'ils survivent, là. Ben non. Il dit à un moment donné, tu penses probablement être violé et tu as raison. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est ce que tu as entre les jambes. Tu vivras toutes les tortures imaginables, même l'hypnose. Complètement fou. Ça, c'est ce que chacune de ces victimes a entendu en arrivant au début de leur torture. Puis ça m'énerve parce qu'il y a tellement de l'air de se trouver cool, là, de la manière qu'il parle, sa vieille voix, genre aiguë, rugueuse, là, comme... Il y a de l'air de se trouver, comme je disais, là, genre dans un film épique, là, comme... C'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse. Puis, plus tard dans l'audio, il parle souvent de « me and my lady », mais on sait que c'est pas Cindy, parce que Cindy, ça fait juste 8 mois qu'elle est là, puis l'enregistrement, comme il dit, il date de 93. Fait que ça insinue qu'il y avait quelqu'un d'autre avant. Genre, quelqu'un d'autre, mettons, comme Cindy, mais qu'elle a... Ouais, il y avait une autre femme avant disappear d'une façon quelconque. Ouais. Arc, ça m'écoeure. Fait que là, pour la pauvre Cynthia, après avoir écouté la cassette, s'ensuit une longue série de tortures, agressions sexuelles, name it. Puis quand elle subissait pas de torture, elle était enchaînée en étoile sur le lit pendant que le couple écoutait la télé dans le salon. Genre, puis ils vivaient leur vie. Je peux pas croire qu'il y a des humains qui font ça, là. Genre, ça fonctionne pas, je comprends pas. Mm-hmm. Puis, ben, le matin du 22 mars, le 3e jour de son enlèvement, puis la journée de l'appel 911, blablabla, Cynthia, elle a vu David vêtu d'un uniforme qui a pensé être celui d'un policier, mais c'était son habit de garde forestier. Puis, elle l'a vu se préparer à partir pour le travail. Mais là, il a comme ouvert la porte, puis avant de la refermer, il a regardé Cynthia, puis il a dit « J'ai une surprise pour toi, ma toy box. » Puis, semble-t-il qu'il parlait souvent de sa toy box, mais Cynthia, elle savait pas c'était quoi. Elle avait pas connu sa toy box encore. Ce matin-là, il a comme assumé que Cynthia était trop faible, trop affaiblie. Fait qu'il l'a juste attachée par le cou. Ses mains puis ses jambes, ils étaient attachés nulle part. Toute la journée, Cynthia, elle doit être juste genre
sur le lit en train d'attendre, pendant que Cindy, elle est à la maison, puis elle fait ses affaires. Puis vers 15h, le téléphone sonne. Là, Cindy, elle parle au téléphone, puis elle est distraite et elle laisse les clés des chaînes de Cynthia sur la table à café, vraiment pas très loin de Cynthia. Là, Cindy, elle parle au téléphone, puis tu sais, je sais pas, moi aussi je fais ça, là, mais tu sais, quand tu parles au téléphone, moi, genre, je déambule partout dans ma maison, genre, je bouge, là. Je sais pas. Ben oui. C'est quand même plusieurs personnes font ça, mais bref, Ouais. Cindy, elle se promène dans la maison en parlant au téléphone. Fait que là, Cynthia, elle profite de l'occasion pour étirer sa jambe le plus qu'elle peut pour rapprocher la table à café, puis prendre les clés qui avaient été laissées dessus. OK. Puis là, au lieu de tout de suite se détacher, elle essaie de penser à un plan, parce que Cindy, elle peut réapparaître n'importe quand. Fait qu'elle pense au meilleur moment pour s'enfuir. Fait que là, elle a les clés dans sa main, mais elle décide de commencer par replacer la table à café où qu'elle était pour être subtile. Mais en poussant la table à café avec son pied, Cindy arrive dans le salon au même moment, puis elle la voit faire ça, puis elle comprend ce qu'elle est en train de faire. Là, Cindy est furieuse, puis elle drop le téléphone par terre, puis saute sur Cynthia. C'est un peu mêlant, désolé, là, Cindy puis Cynthia. Là. En plus, je pense que le vrai nom de Cindy, c'est Cynthia. Mais en tout cas, c'est comme son surnom qu'elle utilise. Mais bref. Là, Cynthia est quand même encore attachée par le cou, là, mais elle a ses mains puis ses pieds libres au moins, fait qu'elle peut se défendre. Cindy, elle essaie de lui enlever les clés des mains, mais Cynthia, elle a un point de fer, là, en tout cas, elle ne lâche pas les clés. Puis, un moment donné, Cindy, elle prend une lampe puis elle frappe Cynthia sur la tête avec. Mais Cynthia est trop sur l'adrénaline, elle sent rien, elle continue à se battre, puis elle réussit à composer le 911 sur le téléphone qui traînait par terre. Puis c'est là l'appel du début de l'histoire, qu'on entendait juste 2 personnes se battre. Wow. Cindy, elle raccroche tout de suite le téléphone, mais pendant ce temps-là, Cynthia apprend un pic à glace qui traînait, parce que, évidemment, dans tout le bordel, il y avait un pic à glace qui traînait. Puis, elle frappe Cindy à la tête avec, d'où sa blessure à la tête au-dessus de l'oreille qui l'a amenée à l'hôpital et tout. Fait que pendant qu'elle est sonnée, Cynthia, elle a encore les clés dans son autre main. Fait qu'elle défait le cadenas au mur, puis elle part à course encore avec le collet puis la chaîne de 5 pieds qui traîne. Là, elle court dans la rue, la chaîne autour du cou, puis elle finit par s'arrêter à une maison mobile, celle de Donald et Darlene, tout nus et ensanglantés. Et on connaît la suite. Fait que là, les policiers sont comme « Oh mon Dieu! » Ils prennent le tout en note, puis ils décident d'aller interviewer David et Cindy à leur tour pour avoir leur version des faits. Eux, leur version, c'est qu'ils disent que oui, c'est vrai, ils ont gardé Cynthia captive, mais c'était pour l'aider à la sevrer de son addiction à l'héroïne. C'était comme pour l'aider à combattre son addiction à la drogue. Ben oui, vraiment. Mais évidemment, et heureusement, personne les croit. Parce que les policiers ne sont pas... Dupe! Ok, oui. Colin. Fait que David Parker Ray et Cindy Handy sont tous les deux accusés pour un chef d'accusation d'enlèvement, un chef d'accusation d'agression, un chef d'accusation de pénétration sexuelle criminelle et 2 chefs d'accusation de complot. C'est des termes traduits, je sais pas exactement c'est quoi l'équivalent en français, mais on comprend l'idée, là. C'était difficile de traduire les termes parce qu'on n'a même pas le même système ici, fait que peut-être que cette accusation-là n'existe même pas, là, en tout cas, au Québec, tu sais, en tout cas. Le 23 mars, donc le lendemain, ils ont un mandat de perquisition pour la résidence de David, puis ils font une fouille complète de la maison. Dans la maison, ils trouvent les vêtements portés par Cynthia le jour de son enlèvement. Ils trouvent 401 items qui n'appartiennent pas à David ou Cindy. Puis ce sont tous des items féminins. Genre des vêtements, des brosses à cheveux, blablabla. Yark. À côté de la maison, il voit un grand trailer blanc de 25 pieds, porte barrée puis cadenassé. Il force leur entrée dans le trailer. Puis dans le trailer, en fait, c'est sa toy box, la fameuse toy box. Boîte à jouets en français. Puis c'est pire que tout ce que tu peux imaginer. En entrant, il y a des enseignes qui disent Satan's Den puis Bondage Room. Au milieu, il y a une chaise de gynécologue fait maison avec des câbles et des électrodes un peu partout autour. Au plafond,
au-dessus de la chaise, il y a un grand miroir pour que la victime puisse voir ce qu'elle est en train de vivre. Oh mon Dieu. Tous les murs sont tapissés d'outils de torture divers. Puis je vais publier des photos sur Instagram, vous allez voir. Il y a des écarteurs de jambes qui sont faits maison, encore une fois. Puis si sont faits en sorte que si tu essaies de refermer tes jambes, ben il y a des pics qui percent la peau. Oh mon Dieu, ça m'écoeure. Il y a un fer à repasser, ceinture de cuir, papier sablé, menottes, cordes, scie, aiguilles, cope à succion, fouet, spéculum, un gant comme Freddy Krueger, des livres d'anatomie, magazines porno, parfum, shampoing, lotion pour bébé, bouteille de chloroforme, jouets sexuels dont un dildo de 15 pouces, motorisé, attaché à un moteur avec une switch de 3 niveaux, fabriqué aussi par David. Fait que David était très DIY. Oh mon Dieu, Seigneur. Il y a aussi un babillard avec des dessins de femmes torturées, des diagrammes de méthodes de torture, des schémas anatomiques, le genre. Pour vrai, il est tellement haïssant parce qu'il se trouve tellement cool puis hot, puis il est genre, je fais des recherches, tout ça, c'est comme scientifique, puis comme, j'ai mon tableau avec le petit dessin de Léonard de Vinci, là, genre du corps humain, là, comme, genre, arrête de vivre ton trip, là, genre, en tout cas, c'est tellement, il m'énerve, là, en tout cas. C'est dégueulasse. Ça me lève le cœur. Il y a aussi, puis ça c'est vraiment loser, mais il y a comme plein de décorations cheap d'Halloween, là, genre spooky, des crânes en plastique, puis des faux, genre des faux de la mort, de la faucheuse, là. Il y a aussi genre une longue cape, genre noire, comme de vampire, ou je sais pas trop, là, comme le genre de truc que t'achètes au Party Expert, là, en tout cas. Sur un mur, on trouve aussi un clipboard, là, comme un genre de... C'était un pad, là. Genre, tu sais, que tu peux agrafer des feuilles ensemble, puis c'est dur, fait que tu peux écrire dessus, en tout cas, genre de notepad, avec des mots d'encouragement, puis des noms de personnes dessus. Puis les mots d'encouragement, c'est genre David qui se parle à lui-même, là. Puis je vais te dire, c'est vraiment malaisant. Par exemple, voici une couple d'entre eux. Rappelle-toi, une femme va tout essayer pour qu'on la laisse s'enfuir. Elles vont frapper, crier, supplier, courir, offrir du sexe, menacer, mentir, sauter sur une opportunité, trouver des excuses, raconter des histoires, être menstruée, être enceinte, avoir des ITSS, avoir des enfants, un travail, un enfant malade, s'ennuyer d'un ami ou d'un mari, une maladie au cœur, des cours qu'elle ne peut pas manquer. 3 petits points. Ne la laisse pas t'avoir. Elle doit être sous hypnose avant d'être libérée. N'aie jamais confiance en une captive. What the fuck? Genre, comme si on... Ah, c'est tellement fâchant, là. Ils vont trouver des excuses. Je suis menstruée. Ah oui, c'est comme ça faisait par exprès. En tout cas, c'est qui est cave. Hey, je l'haïs tellement. Il y a aussi une vieille télévision sur le mur, un trépied et une caméra. Puis, il y a des caméras de surveillance connectées à la télévision du salon de la maison. Fait que ils pouvaient comme écouter ce qui se passait ou en tout cas watcher leur victime s'ils n'étaient pas avec elle. Ouais. Puis le trailer, il est insonorisé. Fait que impossible d'entendre les cris qui se passaient en dedans. Un vrai enfer, là, un donjon de torture. Puis on estime que tout ça vaut plus de 100 000 $. Là. Fait que tu sais, il a mis le paquet. Après... toutes ces découvertes très incriminantes, Cindy, elle commence à parler. Classique, elle déballe son sac. Elle avoue qu'elle savait que David était un gros sale dégueulasse. Elle connaissait son sadisme sexuel, puis elle acceptait quand même de sortir avec. Elle savait dans quoi elle s'embarquait. Elle dit à la police que David il a été très clair que pour lui, il possède toutes les femmes, puis que les femmes existent juste pour son propre plaisir. David y aurait même confessé son premier meurtre, ce que l'on pense, à Cindy, parce que, selon elle, il lui aurait dit que à 20 ans, il aurait kidnappé une jeune fille, il l'aurait attachée à un arbre, battu, agressé sexuellement et étranglée à mort. Puis, après avoir fait ça, ça l'aurait beaucoup, beaucoup excité, puis c'est depuis ce temps-là qu'il aurait commencé à commettre d'autres crimes. On n'a jamais pu retracer si c'était vrai ou pas, mais bon, ça me surprendrait pas que ce soit vrai. OK, mais elle, il raconte tout ça au début de leur relation, puis elle se dit... Ouais. Ah ouais.
Mais tu sais, Bonne elle idée. dit ça, pis c'est peut-être pas vrai non plus. Peut-être qu'elle invente ça comme pour dire il est pire que moi. Tu sais, c'est elle qui dit ça. Lui, David, il nie tout, là. OK. Ouais, classique, elle essaie de s'en sortir mieux que lui, là. Un peu comme Robert Picton, comme je parlais au début. David, lui, il aime aussi cibler des travailleuses du sexe en pensant que, il cherche le trouble en faisant ce job-là puis que personne les chercherait si elles disparaissent. David, il aurait aussi dit à Cindy qu'il aurait voyagé partout aux États-Unis pour différents jobs, notamment en Alaska, puis il aurait utilisé un faux badge de police pour kidnapper des femmes. Puis, quand même vrai, parce que Cynthia a dit qu'il a fait ça pour elle. Mais comme, même s'il lui dit tout ça, Cindy est genre, ouais, je t'aime pareil. Ouais, c'est ça. Clairement, il y a de quoi qui va pas rond, Chez qui elle. tourne pas rond dans sa personnalité, dans sa personne, là, parce que... Non. Puis, serait elle partie en accepte courant. quand même d'habiter avec dans sa vieille maison crado. Puis de participer à ses activités horribles. C'est Elle ça. dit que, à sa connaissance, David y aurait tué plus de 30 femmes en 40 ans, dont 18 où il habite en ce moment au Nouveau-Mexique, puis que David y aurait enterré des corps au Texas, en Arizona, en Alaska et même plus. Cindy a dit qu'elle n'a jamais été présente durant un meurtre, mais elle avoue qu'elle a aidé à kidnapper et torturer certaines des victimes. On ne saura jamais si c'est vrai ou pas, mais on va apprendre un peu plus tard que David était quand même très méticuleux, puis il laissait personne savoir où qui mettait les corps, sauf lui-même, pour se protéger. Fait que c'est possible que Cindy, elle l'ait pas vu tuer puis enterrer le monde. C'est possible. Mais en même temps, j'en doute. En tout cas. C'est sûr que même si elle l'a pas vu, elle devait le savoir, là. Ouais, non. C'est ça qu'elle dit. Il y a une là, fille dans leur trailer, puis 2 semaines après, il y en a plus, là. Oui. Tu sais, elle dit qu'elle sait qu'il a au moins tué 40 personnes, là. Oh my God. Finalement, elle confesse aussi qu'en février 1999, fait qu'un mois avant l'enlèvement de Cynthia, elle aurait aidé à kidnapper une femme du nom d'Angela, puis elle aurait été libérée en vie après leur torture. Fait que vraiment super pertinent comme interrogatoire. Cynthia elle a donné beaucoup d'informations, puis ce que craignaient les autorités s'avère de plus en plus plausible. C'est clair que Cynthia n'est pas la seule victime de David et Cindy, puis que ils ont probablement affaire à un tueur en série. Mais là, les enquêteurs, ils se posent la question, où est Angela, dont Cindy parle? De un, c'est-tu vrai? Puis de deux, si elle est encore en vie, faut la retrouver. Est-ce qu'ils l'ont vraiment libérée en vie après les tortures? Là, ils vont voir David Parker, puis contrairement à Cindy, comme je disais, il nie tout, il parle pas du tout. Pour sa part, tous ses collègues sont sous le choc. Personne dans son entourage se doutait qu'il était un fou malade, sauf sa sœur Peggy. Elle a dit qu'elle n'est pas surprise. Mais c'est fou quand même. Si t'es pas surpris de ça, c'est quand même... Genre, moi, je connais personne là que je serais pas surprise d'apprendre de quoi de même. C'est ça. Puis, j'avais mentionné plus tôt que David, il tripait bien sur les journaux intimes, là. Comme BTK, les policiers ils ont trouvé le journal intime de David avec énormément de détails très, très précis de torture de victimes avec des dates puis des lieux, en précisant s'ils avaient laissé partir en vie ou s'ils les avaient tués. Mais il a fait attention de jamais donner leur nom. Fait que je sais pas s'il disait genre, il faisait peut-être juste dire « this girl »,« ok, now this girl », tu sais, il a jamais donné de nom. Fait que, de un, on sait pas si c'est juste une fantaisie qui s'imagine des affaires ou si c'est vraiment vrai. Puis si c'est vrai, aucun moyen de les retracer, il y a pas de nom. Exact. Ça complique les choses. Il savait quand même ce qu'il faisait, là. Donc, extrêmement suspect, mais pas assez pour prouver qu'il est vraiment un tueur en série. Il n'y a pas de témoins, pas de corps ou des survivantes. Parce que techniquement, comme je disais, il aurait pu tout inventer. Après l'arrestation, les médias sautent sur la nouvelle. Là. Évidemment, ça fait la une des journaux comme aux États-Unis. Tout le monde en parle, surtout au Nouveau-Mexique. Puis la médiatisation intense amène quelqu'un à contacter les autorités. Une certaine Angelica Montano, originaire de Truth or Consequences, mais qui vit maintenant au Colorado. C'est une jeune femme qui fréquentait les mêmes lieux un peu trash que Cindy. Puis c'est Angelica. Ben oui. Les enquêteurs sont comme « Oh, viens-t'en au bureau, on veut te parler. Elle raconte que mercredi, le 17 février 1999,
Ça correspond à ce que Cindy disait. Elle disait en février 99, elle avait kidnappé une Angela. Donc, ce 17 février, Cindy a chill avec Angelica dans un bar, puis ils se sont rencontrés au bar, whatever, puis elle décide de l'inviter chez elle. Mais avec David, ils l'ont piégé dès son arrivée à la résidence. Ils l'ont tout de suite ligoté, comme avec Cynthia. Même traitement. Puis elle a été séquestrée pendant 4 jours, durant lesquels, comme on s'en doute, elle a été torturée à répétition. Pendant sa séquestration, Angelica les suppliait de pas la tuer. Elle leur dit qu'elle a un jeune enfant à la maison à s'occuper, puis, contrairement aux mots d'encouragement là, que David se disait, ben Cindy, elle a semblé avoir, je sais même pas si c'est de l'empathie, là, mais empathie entre gros guillemets. Cindy a réussi à convaincre David de dropper Angelica quelque part sur le bord de la route, en vie. C'est quand même surprenant. Ça m'étonne qu'il se soit pas fait pogner avant. Là. Ouais. Il y a des sources qui disent qu'elle a été laissée pour morte sur le bord de la route. Okay. Puis d'autres qui disent que c'était comme volontaire qu'elle a été droppée quelque part. Mais dans tous les cas, elle s'en est sortie vivante. Une fois abandonnée sur le bord du chemin, son seul souhait là, à Angelica, c'est d'aller chez sa maman. Ça me brise le cœur, mais bref. Elle veut juste retourner chez sa mère. Elle est toute seule. Elle a rien sur elle, complètement sous le choc, désorientée. Fait qu'elle fait du pouce sur le bord de la route pour se rendre du mieux qu'elle peut chez sa mère. Elle est embarquée par un policier hors service. Malade, là, elle lui dit tout. Mais le policier, il la croit pas. Ta gueule. Fait qu'il a rien pris en note, puis il l'a juste reconduit chez sa mère, puis il est reparti. Genre, je comprends pas. Voyons donc! Lui, il est dupe. Lui, il est très dupe. Caroline de Bin. Je peux bien croire que tu travailles pas aujourd'hui, là, mais n'importe qui, que tu sois policier ou pas, là, genre, tu te fais raconter tout ça, là. On en a parlé à personne parce que personne la croyait, puis elle était comme, OK, je vais juste vivre avec ce traumatisme-là toute seule parce qu'elle guesse que personne me croit. Puis, tu sais, comme elle se faisait peut-être gaslighter, je sais pas trop, elle s'est juste dit, OK, too bad. Peut-être ça aurait pu s'arrêter là si quelqu'un l'avait cru, là. Tu sais, peut-être que quelqu'un aurait pu enquêter là-dessus et tout, mais non. Fait qu'elle a juste continué à vivre sa vie au Colorado. C'est épouvantable. Clairement, Angelica Montano, c'est la Angela que Cindy parlait à son interrogatoire. Puis là, les enquêteurs comprennent vraiment qu'il y a d'autres victimes que Angela et Cynthia. Fait qu'ils essayent de trouver d'autres survivantes parce qu'ils se disent sont probablement pas les deux seuls à avoir été laissés en vie ou de s'être enfuis du moins. Fait qu'ils regardent les photos Polaroid trouvées chez David puis les vidéos parce qu'il y avait plein comme de cassettes de vidéos de ces tortures pour voir si ces femmes-là pourraient pas être identifiées. Il y a une photo en particulier où on voit une femme avec un tatou très distinctif d'un signe sur son mollet, genre l'oiseau, là. Il trouve aussi une vidéo de cette même femme-là dans la Toy Box. Là, j'imagine pas être un policier puis devoir écouter ça, là, mais bref, on la voit sur la chaise de gynécologue en train de se faire torturer. Fait que les policiers, ils prennent une capture d'écran du tatouage, puis ils partagent ça au public en disant « Si vous reconnaissez ce tatouage-là, contactez-nous. » Et c'est là qu'une femme du nom de Kelly Garrett, qui appelle la police pour dire « What the fuck, c'est moi sur la photo? » Hein? Mais elle comprend pas. Là, OK. elle dit que Kelly, c'était une babysitter et amie de Jessie Ray, la fille de David Parker Ray. Elle dit, oui, je sais c'est qui eux autres. Mais elle dit, je suis jamais allée dans la maison de David. Mais c'est elle sur la photo, là. C'est vraiment elle. Mm-hmm. C'est pas comme son sosie, là. C'est elle. Il y a le même tatou, tout. Oh mon Dieu. OK. Mais elle se souvient de rien parce que il parlait d'hypnose, là, David. Impossible. Elle a été hypnotisée, puis après ça, laissée quelque part. Fait qu'elle se rappelait de rien. Impossible. Ah, ça veut dire qu'il y a combien de personnes qui c'est arrivé, tu sais? C'est ça, il y a du monde là qui doit vivre leur vie en ce moment. Ils savent pas pourquoi ils font des genres de cauchemars bizarres ou des trucs comme ça, mais ça serait ça, tu sais. C'est sûr qu'il y a au moins une personne là, qui a continué à vivre sa vie sans savoir qu'elle a vécu ça. Mais en tout cas, quand je lisais ça d'un côté, je suis comme c'est presque bien qu'elle s'en souvienne pas là, parce que ça doit être horrible de vivre avec ça si tu t'en souviens. Tu sais, plus elle parle aux policiers, plus il y a quelques bribes de souvenirs qui reviennent. Puis elle dit, hey, depuis toujours, on dirait que je fais des cauchemars de me faire kidnapper, bâillonner, mais ça doit être des flashbacks de son séjour chez David.
ce qu'on réussit à rapiécer des souvenirs et de la ligne du temps et tout avec les enquêteurs, c'est que en juillet 1996, donc 3 ans avant que Cindy rencontre David, Kelly se serait chicanée avec son mari de l'époque, puis elle serait partie au bar pour se calmer. Un bar où Jessie Ray, la fille de David, à ce moment-ci, Jessie a 29 ans, puis c'est un bar où elle aime bien traîner, elle avec. Ils commencent à discuter, ils se connaissaient un peu, mais là, ils se croisent, ils jasent, puis ils chillent toute la soirée ensemble. Et finalement, Jessie lui propose de la ramener chez elle en moto, mais qu'elle doit arrêter chez son père rapidement sur le chemin. Et là, en arrivant chez son père, Kelly y attend dans le salon, au papier peint brun rayé, pendant que Jessie parle avec David dans une autre pièce. Mais tout à coup, les deux sortent de nulle part. Il la ligote puis il lui met du duct tape sur la bouche. Un père et sa fille. Fait que Jessie était dans le coup. C'est sûr qu'il a pas été correct avec elle, là, pour qu'elle devienne de même Non. aussi. Là. Puis c'est wack, là, mais elle ressemble vraiment à Cindy. Genre, ils se ressemblent vraiment. Ils ont l'air d'avoir le même âge, d'un. Puis les deux, ils ont les longs cheveux blonds, le visage un peu rond, genre... Tu sais, peut-être que dans son audio, là, My Lady... C'était de Jessie, sa fille. Ah, que ça m'écoeure. Je m'excuse, il est 18h. L'église, elle sonne les cloches de 18h. Ça se peut que vous entendiez des cloches. Mais ouais, Kelly, elle se rappelle de rien, mais elle aurait vécu des tortures dans la toy box. Elle aurait été retrouvée sur le bord de la rue, laissée pour morte. Une fois ramenée chez elle, personne la croyait encore une fois. Puis son mari pensait qu'elle l'avait trompée. Fait qu'il a divorcé. Ah! Ouais. Ben voyons donc! Mais c'est parce qu'elle disait, je me rappelle pas, je sais pas ce qui est arrivé, tu sais. Elle était complètement confuse. Elle est comme ramenée chez elle, et juste genre, elle a aucune explication. Lui, il se dit, elle a couché avec un autre gars, ça a mal fini avec ce gars-là, elle m'a trompé, nanana, puis là, elle ment en disant qu'elle se rappelle de rien. Donc, immédiatement après le témoignage de Kelly, Jessie Ray est arrêtée. Le 6 avril 1999, donc un mois environ après, non pas un mois, quelques jours après, parce que ça se passe autour du 22 mars, là, fait que quelques jours après, disons, leur arrestation, les avocats de Cindy proposent de faire un accord de plaidoyer en échange d'informations contre David pour réduire la sentence de Cindy. Elle dit que David l'a introduite à sa passion pour la torture, le sadisme, la toy box, puis qu'elle était très choquée au début, mais qu'elle était tellement en amour avec David qu'elle a accepté d'embarquer là-dedans avec lui. Mais genre, moi j'y crois pas pour 2 scènes, là. Genre tu checkes la face de David Parker 1 seconde, là, personne n'est en amour avec ce gars-là. Genre, il est ignoble. Il a l'air de puer. Il a l'air d'une mop. Il a l'air d'une mop. Il a l'air d'une mop. J'adore. Ah, ça m'écoeure, là. Non, c'est sûr qu'il y a de quoi qui va pas, là, chez eux, là. Elle peut pas juste accepter ça, là, parce que par amour, là, excuse-moi, là, mais... Non, quelqu'un de sain d'esprit, là, si t'apprends ça sur quelqu'un, tu tombes pas en amour avec, là. Non, puis elle aimait clairement ça, là. Ben oui, surtout si elle a participé, là. Cindy, elle avoue que juste 1 mois après avoir déménagé chez David, elle aidait déjà à kidnapper plusieurs femmes. Elle dit au moins 14 à sa connaissance. 14 en 8 mois, là. Ça fait 8 mois qu'ils se connaissent. David lui aurait confié qu'il utilisait le parc national d'Elephant Butte pour se débarrasser des corps. Il lui aurait aussi dit qu'il avait appris qu'un corps jeté à l'eau finit toujours par remonter à la surface à cause de l'air. Fait que pour les maintenir au fond de l'eau, il vidait les corps de ses organes avant de les pitcher dans le lac d'Elephant Butte. Puis le lac, il est 37 km de long, 6 km de large, puis va jusqu'à 100 pieds de profondeur. Fait que c'est un très gros lac. Des plongeurs sont allés fouiller le lac à la recherche de corps, mais ils n'ont rien trouvé. Le lac il est trop gros, trop profond. Puis on sait même pas si c'est vrai, là. C'est elle qui dit ça, mais peut-être qu'elle dit des fausses informations pour réduire sa sentence, hein? On sait pas. Malheureusement, on pense que David y aurait trouvé un endroit parfait pour faire disparaître les corps de ses victimes. Parce qu'avec toutes les preuves recueillies puis les témoignages, on le soupçonne d'une 40aine de meurtres, sinon plus. Cindy dévoile ensuite une autre nouvelle choc. Ce ne serait pas juste David, elle et Jessie qui auraient participé à tout ça. Il y aurait une 4e personne, Dennis Roy Yancey, de seulement 27 ans,
qui aurait été complice d'un seul meurtre. Un seul, c'est déjà trop, là, mais il aurait été complice d'un meurtre avec David. OK. Puis c'est qui, ce... J'y arrive. Les enquêteurs, ils le retrouvent, ce Dennis Roy, puis ils le confrontent, puis le jeune homme avoue tout de suite. Il confesse qu'il a juste participé à un meurtre, puis qu'il aurait été forcé par David de tuer une femme de 22 ans du nom de Mary Parker. Mary, c'était sa fréquentation du moment. C'était genre sa blonde, là. À lui, là, à Dennis? Ouais, à Dennis. Puis il dit que Dennis il aurait été invité à un party du 4 juillet organisé chez David en 97. Il dit que tout le monde était sous, puis David il aurait drogué Mary, puis il aurait forcé elle et Dennis à entrer dans la toy box. Il aurait attaché Mary sur la chaise de gynécologue, puis il aurait pointé un gun sur Dennis en lui disant « Tu sais ce que t'as à faire? » Puis là, il lui a donné une corde. Fait que là, il aimait mieux tuer Mary que mourir, puis il était sûr que David, il le tuerait. Fait qu'il a étranglé sa fréquentation du moment avec la corde. Tu me niaises. Je sais, c'est épouvantable. C'est atroce. Je reviens pas. Il dit que David et lui, il auraient enterré le corps de Mary dans le canyon de Monticello, dans le désert. Puis Dennis Roy, il a accepté de guider les enquêteurs à l'endroit où il aurait enterré le corps, mais ils n'ont rien trouvé. Là, Dennis, il dit « Ah, je suis sûr que David, il a bougé le corps. Je suis sûr qu'il me faisait pas confiance, puis il savait qu'un jour, j'allais craquer. » Il a bougé le corps pour être sûr qu'on le retrouve pas. En tout cas, c'est ça qu'il dit. Mais ça, là, moi, ça me fait penser, là, moi, je pense que il y a eu Dennis, là, mais il y a eu d'autres mondes, là. Genre, il amenait des doutes dégueux, là, dans sa toy box pour faire des affaires. Ça se peut vraiment, là. C'est sûr qu'il était pas tout seul avec sa blonde ou sa fille à faire ça, là. C'est sûr qu'il y avait des invités des fois. Moi, en tout cas, je pense. Ouais, ça se peut vraiment. Ça veut dire qu'on sait pas, là, il y a combien de victimes, là. Il peut en avoir tellement, là. Autant vivantes que mortes, on sait pas, il y en a combien, là. C'est ça. Tu sais, là, ils ont beaucoup de témoignages, tu sais, ils ont quand même beaucoup de soupçons, mais aucun corps. Fait qu'une condamnation pour meurtre au premier degré va être très difficile. Ils ont préparé 3 procès différents pour les survivantes. Un pour Kelly, elle qui a été hypnotisée. Un pour Angelica, elle que personne croyait, qui disait qu'elle avait un enfant et tout. Puis un pour Cynthia, elle du début de l'histoire, qui s'est évadée. 5 mois avant le procès pour l'enlèvement de Kelly, genre le procès où qu'on l'accusait d'avoir kidnappé Kelly Garrett, Dennis Roy, il change d'idée puis il veut plus coopérer. Il avait dit qu'il allait témoigner contre David, mais là, il refuse. Oh non! Il aurait reçu une note en prison écrite « Rats die in jail ». Genre, les snitch meurent en prison. Là, les procureurs sont certains que la note vient de David. OK, ils savent pour la note. Oui. Mais ils doutent qu'elle vient de David, mais je pense pas qu'ils sont sûrs à 100% qu'elle vient de lui. Mais Dennis Roy, il reste muet. Il dit rien. Il fait juste plaider coupable pour le meurtre au 2e degré de Mary Parker, puis il est condamné à 30 ans de prison. Puis sans jamais mentionner David Parker Ray dans l'histoire. Oh my God, c'est pas vrai. Genre, il avait tellement peur de lui qu'il aimait mieux avoir une sentence plus grande que faire un deal, genre. Les procureurs, ils ont juste Cindy maintenant, comme témoin principal. Mais là, Cindy aussi, elle veut plus témoigner. Parce que David lui a envoyé plein de lettres d'amour en prison, puis Cindy est tombée dans le panneau big time. Là, elle se dit comme « Ah, je l'aime, je veux pas témoigner contre mon amoureux, qui a l'air d'un rat de 99 ans, qui a jamais vu la lumière du jour. » Mais genre, grosse conne, bref, elle refuse de témoigner contre lui. Fait que là, elle annule son deal, tu sais, elle avait un deal. Oui. C'était accepté. Puis là, c'est tellement décevant, là. Ouais, elle l'annule, puis elle reçoit une peine de 36 ans de prison pour les enlèvements et tortures de Cynthia et Angelica seulement. Parce qu'ils n'ont pas d'autres preuves pour d'autres. Ouais. Là, ça va pas super bien pour les procureurs, là, comme leurs témoins tombent un à un. Puis ils arrivent au procès de David. Là, Kelly Garrett, elle témoigne, puis dans son témoignage, c'est le procès de Kelly, là. Elle dit « Je veux pas qu'il ait la peine de mort, je veux qu'il souffre en prison autant que moi, j'ai souffert. » David, lui, il prétend que tout était consentant, c'était juste des pratiques BDSM,
je roule des yeux. Il dit « Toutes les femmes qui sont allées dans ma toy box étaient consentantes, puis y allaient souvent en échange d'argent. No fucking way, là. » Mais là, ça là, j'en reviens pas. Les membres du jury sont revenus dans une impasse. Deadlock. Incapables de donner un verdict unanime. Tu me niaises. Parce que 2 jurés croyaient que c'était consensuel. Tu me niaises. Ouais, fait que là, on annule le procès. Mais on le reporte, en fait, là. Ouais. Je suis comme... C'est cave. Fait que là, on passe au procès de Cynthia. Ce qui peut un peu expliquer, pas expliquer, mais en tout cas, aider à comprendre, c'est que Kelly, tu sais, à cause qu'elle a été hypnotisée, son témoignage était pas super convaincant puis clair. Fait que ça l'a peut-être pu faire douter certains membres du jury. Mais là, pour Cynthia, elle est complètement lucide. Elle se rappelle de tout. Puis elle a un témoignage béton. Mais en plein milieu du procès, l'avocat David, il se lève, puis il dit que son client veut faire une entente. Fait que là, tout est sur pause. On veut savoir qu'est-ce qu'il propose. Parce que là, David, il a su que sa fille Jessie Ray était accusée, elle aussi, en tant que complice. Puis, le procès à elle, il s'en venait bientôt. Fait que là, David, il propose le deal suivant. Je vais plaider coupable à toutes les accusations qui restent en échange que ma fille soit épargnée. Quand même intense. Mais la cour accepte. Parce que déjà que c'était touché, il avait peur de perdre parce que pas tant de preuves. Déjà là, le premier procès, ça avait pas bien été. Là, ils se sont dit « let's go ». Mais mettons, là, toutes les vidéos qu'ils ont trouvées puis toutes les photos qu'ils ont trouvées, même si on n'a pas été capable d'identifier tout le monde, ça peut pas compter comme des preuves? Je pense qu'ils savent pas si c'est consentant. Il y a comme une fine ligne de BDSM. Ouais. Ça existe, là, ces pratiques-là, mais... Ouais. Mais j'avoue, là, c'est sûr que c'est louche, là, mais ça a été pris en compte parce que, pour vrai, sa condamnation, c'est 224 ans de prison. Tu sais, 224 ans? Oui. Oh, shit. Puis là-dedans, il y a aucune charge de meurtre. C'est juste torture, kidnapping, nanana. C'est sûrement un des seuls tueurs en série qui a jamais été condamné pour meurtre, là. Hey, c'est fucké ben raide, là. Mais là, j'en reviens pas, là, quand même, sa fille, là. Je veux dire, elle a participé, là. Oui, puis elle a fait peur, là. Oh. Elle a la même face de psychopathe que son père. J'ai hâte de voir les photos. Elle a été condamnée à seulement 1 an et demi de prison pour complicité. 1 an et demi? Ouais, c'est rien, là. OK, mais dans ma tête, elle est autant dangereuse, là. Ben oui. Mais tu sais, en même temps, sans son père, peut-être qu'elle est comme plus tranquille, là. Ouais. Mais clairement, une petite fuckée comme lui, là, mais tu sais, elle ramenait clairement les filles chez son père, là. C'était clairement comme un appât, là. Tu sais, on en entend parler souvent, là, qu'une fille, ça rassure la présence des victimes au début, là. Ouais. Mais bon, elle s'en est sortie avec presque rien. En mai 2002, David, il trouve la foi en prison. Il se tourne vers Dieu et la religion. Puis c'est là qu'il appelle la police pour dire qu'il accepte finalement de parler. Il dit « Je vais vous dire où sont les corps ». Là, les enquêteurs capotent. Yes, on va enfin avoir des réponses. On pourrait legit trouver 30-40 corps, là. Il cédule un meeting avec David, mais... Non, il a pas perdu la foi entre-temps. Juste avant, David meurt d'une crise cardiaque en prison. Tu me niaises! Seulement 8 mois après sa condamnation. Il a juste passé 8 mois en prison, puis il meurt de cause naturelle. Pouf! Sans avoir rien dit. Je suis en beau torieux. Je suis en beau torieux. Et moi aussi, là, genre, ma prochaine phrase, c'est tellement frustrant. Genre, what the fuck? Si près du but, là. Oui! Puis il a zéro été puni, là. 8 mois, c'est rien, là. Il avait 224 ans. J'aurais aimé ça qu'il puisse vivre 224 ans pour passer ces 224 ans en prison. Encore à ce jour, aucun corps n'a jamais été retrouvé. Holy shit. Aucun. Puis Jessie, ça a resté de même. Elle a fait 1 an et demi, puis... Ouais, on n'a plus entendu parler d'elle. Fait que Cindy, tout ça, Jessie, personne sait les corps. Ça a toujours pas été... Oh my God. Non, il y a juste les 3 survivantes, Kelly, Angelica et Cynthia qu'on est au courant, puis Mary Parker, qu'on a associé son meurtre à lui, mais sinon,
c'est juste des soupçons, c'est comme des disparitions irrésolues qu'on peut comme associer à lui. Il y a genre l'ex-blonde de Jessie Ray, que je sais pas si elle a été retrouvée morte ou elle a juste disparu, mais on soupçonne fortement que, ben, c'est Jessie puis son père qui l'aurait tué. Oh my God. Mais ouais, c'est juste des soupçons. Un peu comme le BTK, là, genre, mais, tu sais, le BTK, il y avait au moins 10 victimes prouvées, là. David, lui, aucune. OK, mais c'est vraiment, 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 vraiment frustrant parce que, tu sais, Dennis, là, qui aurait pu faire un deal avec les procureurs, là, crime avoir su qu'il meurt, l'autre, là, de 8 mois plus tard, là, il aurait tellement dû ne pas avoir peur de lui puis genre, tout dire, là. Ben oui. Ben, ça aurait sûrement réduit sa sentence aussi, là, puis c'est tellement chien, là. Puis Denis, je le connais pas, là. Non, mais comme, je pense qu'il se sentait mal, tu sais. Ben, c'est parce que s'il a été forcé, mettons, il a été menacé à mort, genre, mettons, c'était une victime quand même, tu sais. Puis là, lui, il va passer 30 ans de sa vie en prison, si c'est pas plus. Puis l'autre, esti, 8 mois, puis il est mort. Fini. Mort d'une cause naturelle, tu sais. Non, c'est absolument stupide. Mais tu sais, tellement... c'est ce que Dennis dit. On peut pas savoir à 100% si c'est vrai qu'il a été forcé, là. Mais tu sais, il a comme avoué direct, tu sais. Fait que je pense que ça le grugeait de l'intérieur un peu. Mais, ouais, genre, la justice n'a clairement pas été rendue, là, pour personne. Parce que Cindy Handy, elle a été libérée le 15 juillet 2019, après avoir servi 18 ans de sa sentence. Ah, ben, elle avait genre 36, là. Oui. Elle vit maintenant à Hamilton, au Montana, proche d'une école primaire. C'est super. C'est vraiment poche comme fin. Je suis désolée tout le monde, mais on n'aura probablement jamais plus de réponses que ça. Tu sais, il est soupçonné d'avoir fait plus de 40 victimes. Il y a un site du FBI qui montre plein de photos d'items, d'artefacts retrouvés chez David qui pourraient appartenir à des potentielles victimes. Puis genre sur le site, ça demande au public encore aujourd'hui là, d'aider à rattacher un objet à quelqu'un qui pourrait connaître, genre « cette breloque-là, je l'ai vue sur une photo de ma grand-mère », ou en tout cas, tu sais. Mais ça fait peur, genre je checkais les photos, puis on dirait, genre, j'imaginais un visage sur chaque bijou, là, tu sais, c'est comme des objets personnels de quelqu'un qui clairement a vécu l'horreur, là. Mais j'étais tombée sur un site de même, là, un site, c'était genre le site de la Sûreté du Québec, je pense, ou de la GRC, je sais pas trop, genre d'ici, là. Puis il y en a, là, des cas, mettons, de meurtre ou de disparition que il y a des photos, genre, sur le site, là. Puis à un moment donné, je fouillais pour, genre, un cas, là, justement, là, je pense, un que j'ai pas encore traité, puis j'étais tombée sur les photos, puis ça fait tellement peur. T'as tellement l'impression, je sais pas. Tu sais, on a bien beau, là, le raconter, mais quand t'as des images qui viennent avec, là, c'est tellement plus poignant, là. Oui, puis, tu sais, je sais pas, ça montre tout un passé, toute une vie derrière cet objet-là. Genre, ces victimes-là, il y a... Ah ouais, tu te rends compte que ça pourrait être ton ami, là, genre, c'est toi-même, là, c'est comme... Comme cette fille-là, elle aimait les grosses boucles d'oreilles. Ça, c'est vraiment... C'est rough à regarder. Oh my God, c'est frustrant. Je m'attendais pas que ça finisse de même. C'est là-dessus que je finis l'histoire du Toy Box Killer et ses complices. Mais j'ai bien aimé ta façon de raconter l'histoire. Je suis sans mots. Je suis vraiment en tabarnak. Excusez de sacrer tout le monde. J'ai clairement gâché notre soirée, là. J'en reviens pas, esprit. Puis là, t'en as une qui est sortie, l'autre a pas fait de prison à peine. Il y en a un qui est en prison pour, genre, peut-être quelque chose qui a été forcé de faire. L'autre, il est mort. Hey, je suis en beau-torieux. Personne n'a été identifié, personne n'a été retrouvé. Ouais. Personne a eu la punition qu'il méritait, je trouve. Non. Puis on sait même pas il y en a combien au total. Non. Tu sais, Dennis, là, c'est peut-être un parmi tant d'autres complices d'un soir, genre, oui. Qui, eux, c'est des vieux d'autres qui ont continué à vivre leur vie, là. Non, c'est ça. Puis des tueurs en série, souvent, en tout cas, on voit ça souvent, là, je m'y connais pas à 100%, mais ils connaissent le nombre de victimes qu'ils ont faites, là, souvent, là, parce que c'est des trophées, puis c'est dans leur tête, puis ils se souviennent de tout, là. Fait que si c'était confié, là, on aurait pu au moins, genre, avoir un chiffre, tu sais. Genre 43. OK, on part là-dessus. Tu sais, je sais pas, là. En comptant ses journaux intimes, genre, puis chaque entrée qu'il faisait, genre, chaque page de description de torture, tu sais, c'est ça, qui estime à quasiment une 60aine. Mais genre, c'est flou, là. Et là.
Quelle histoire? Je vous invite à écouter une petite émission funny ou prendre une douche, je sais pas, mais vous changez les idées parce que... Oui. Allez dehors, là. Allez voir le coucher de soleil, quelque chose, là. Ouais, il fait beau, là. En tout cas, pendant qu'on enregistre, il fait beau. Oui, fait c'est que profitez du soleil un peu. Ouais. Sur un autre sujet, encore et toujours, n'hésitez pas à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Crime Glacé Podcast. Et maintenant, on est sur Patreon. Alors où on se parle, il y a le premier épisode bonus qui est déjà sorti. Oui. Puis, en accueil, il y a notre vidéo Q&A. Fait que si vous voulez nous voir, rendez-vous là-dessus. Ça nous fait fou plaisir. Puis merci encore à tous ceux et celles qui se sont abonnés. Oui, vraiment. On pourrait jamais vous dire assez de fois merci. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, merci full, puis on se voit la semaine prochaine. J'espère que vous êtes prêts. Yes! À la semaine prochaine! On vous aime. Bisous, bye! Bisous, à la semaine prochaine!